Bienvenue. Euh, je suis vraiment content que Robotic First Québec m'ait invité à faire cette présentation sur Python pour programmer le robot Spike Prime. Je vais toujours essayer de faire une comparaison entre ce qu'on connaît avec EV3, les nouveaux logiciels pour programmer EV3 avec des blocs, et puis Spike, les deux façons de le programmer. Donc, je m'appelle Yann, je suis coach de l'équipe des virus 15346 depuis 5 ans, et puis pour la 3e année consécutive avec les Dragons. Cette année, on participe au programme FTC. Donc, j'avais fait un peu de publicité sur Facebook, j'espère que vous l'avez vu. Donc, c'était pour vous donner envie de venir à cet atelier où, comme je vous disais, on va pouvoir comparer comme les 4 façons de coder le robot. Ici, j'ai... Oh, pardon, je partage pas mon écran. Excusez-moi. J'avais ma slide de présentation, la slide d'introduction, et puis ici, j'ai 2 slides qui vous montrent comment créer un projet avec Spike Prime. Donc, avec Spike Prime, on a le choix de faire un projet en Scratch ou un projet en Python. Donc aujourd'hui, je vais principalement vous parler de Python. En vrai, j'ai une 40aine de slides, donc ça ne va pas rentrer dans les 45 minutes qui nous sont allouées. Le PowerPoint est fait pour être aussi utilisé en autonomie. Donc c'est ça, Python, quand on commence un nouveau programme Python, il y a déjà plein de lignes de code qui apparaissent et on est un peu perdu. Ok, je vous ai fait une petite slide pour briser la glace et je vous donne un secret de programmeur. Comment code un programmeur aujourd'hui avec toutes les ressources qui sont à ses dispositions. Donc quand on a un problème, en général, on pose notre question à Google. Ok, sans réfléchir, on clique sur le premier résultat Internet. On fait un copier du... En général, on tombe sur un forum, on regarde rapidement les solutions, on copie le code solution, on le colle, toujours sans réfléchir. Voici à quoi ressemble le clavier d'un programmeur. On essaye d'exécuter le code qu'on vient de coller dans notre solution. Là, on commence à se demander si on a la bonne réponse. Donc, 2 options. Est-ce que le bout de code qu'on a copié-collé a résolu notre problème? Non. On n'essaie même pas de comprendre pourquoi. On essaie avec le 2e résultat. Si oui seulement, ok, un programmeur, il essaye de comprendre pourquoi ça a résolu son problème. Donc c'était une petite introduction pour dire comment codent les programmeurs. Donc répétez pas ça à vos élèves. C'est pour vous... Comment appliquer cette culture du copier-coller à Python. Donc en fait, quand on démarre notre projet en Python, on a l'aide qui a été développée par les développeurs de Lego, disponible à droite ici. Regardez si j'ouvre Spike Prime. Excusez-moi, je ne suis pas encore connecté. Ok, on va y revenir après. Donc ça, c'est l'aide qui est disponible à droite dans Spike Prime. J'ai fait des captures d'écran de toutes les aides disponibles. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 6 éléments de cette aide. Il y en a beaucoup qui ne servent pas tellement pour la compétition FLL. Donc on retrouve nos moteurs. On est content à pouvoir coder notre robot, les moteurs en Python. Puis on retrouve nos 4 moteurs qu'on connaissait en FLL avec EV3. On retrouve à peu près les mêmes capteurs avec Spike. Donc on va regarder les 6, on va les regarder dans cet ordre-là. Ok, avant de... C'est ça. Je vais vous introduire quelques fondamentaux de Python en fait. Avant de commencer à coder notre robot, on va apprendre à coder. On va apprendre comment faire un commentaire. Mon robot ne fonctionne pas. Mon robot n'est pas démarré en fait. On a fait une mise à jour du hub juste avant le colloque. J'ai le petit bouton Bluetooth qui clignote.
Est-ce que tu peux y aller en filaire, je pense? Ah, attends, il va redémarrer, je pense. Il a arrêté de clignoter. Ok, mon robot vient de démarrer. Attends. Ouais, c'est bon, je suis connecté. Ouais, merci, Gaëtan. Ok, donc voici notre programme et voici l'aide dont je vous parlais. J'ai toujours mon écran. Euh, donc, on va faire. Ok, comme je vous disais, quand on démarre le programme Python, il y a plein de choses qui nous font peur dans la console. Donc, ce que je vous propose, c'est de tout supprimer. Et puis, je voulais vous introduire quelques fondamentaux d'un langage de programmation. La première chose qu'on doit apprendre à faire, c'est écrire un commentaire. Donc en Python, un commentaire, c'est une ligne qui commence par un dièse comme ça. Donc voici un type de commentaire. Les commentaires vont être utilisés pour documenter notre code. Quelqu'un qui reprend un code après toi, il aime avoir des commentaires pour comprendre ce que tu as voulu programmer. Donc voici un moyen de coder un commentaire en Python. Autre façon, c'est pour mon clavier. Il est sur le clavier. Zut. Clavier français. Ok. On peut aussi faire des commentaires sur 3 lignes en Python, enfin sur plusieurs lignes en fait. Donc voilà, tout ce qui est contenu entre 3 guillemets comme ça, c'est un commentaire. Donc ce qu'on va utiliser dans la suite, on veut pouvoir créer des variables en Python et on veut connaître les différents types qui existent. Donc pour créer une variable en Python, on a juste à donner son nom, ma variable, égale, et puis on va assigner une valeur à notre variable. Et puis par exemple, je peux créer une variable de type int. Donc il existe différents types en Python. Mais on n'a pas besoin de les spécifier comme dans d'autres langages de programmation, tout est automatique. Donc une variable entière, par exemple, comme ça, je peux créer une variable de type float, qui est un nombre à virgule. Voici un exemple de nombre à virgule. On peut créer des valeurs booléennes. Donc je crée un nom de variable que je décide d'appeler vrai, qui prend la valeur true. True, c'est un booléen en Python. Je peux créer une autre variable, faux égale false. Important, il faut qu'il y ait une majuscule à true et à false, parce que c'est un mot-clé Python. Donc voici ce que je voulais vous montrer. Si je retourne sur ma présentation, on voit d'autres exemples. Donc, tout est répété ici. On peut aussi créer des listes en Python. Ici, j'ai une liste de 3 éléments. Je ne t'ai pas parlé non plus de la chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est un texte qu'on met entre guillemets. Et puis, je voulais vous montrer la fonction, une des toutes premières fonctions qu'on utilise dans tout langage de programmation pour faire notre premier code. On fait un hello world. Ça, c'est ça dans tout langage de programmation. Print hello world. Voici mon premier programme que j'envoie vers la brique. Et j'ai fait un print dans la console. Tu vois, on a la console ici. Donc, je viens d'afficher un texte. Ça a été exécuté sur mon robot et ça s'est affiché sur la console. Ok. Donc maintenant qu'on a les bases du langage de programmation en Python, on va commencer à utiliser les librairies qui ont été développées par Lego. Donc je vais vous parler des modules et des objets. Donc un programme Python, on va toujours le structurer en 3 parties, comme je les avais mis sur les modèles que j'ai publiés sur Facebook. Donc on va importer les modules, je mets 3 commentaires, puis on remplit les trous après. Création des objets, et puis notre programme. Ok, donc comme je vous disais, on applique la culture du copier-coller. Donc notre tout premier exemple, allons par exemple chercher le moteur simple en Python. Donc on cherche l'aide du moteur unique, et puis on voit comment ils initialisent leur moteur. Donc il y a une importation de librairie qui est faite pour utiliser la librairie développée par les développeurs de Lego.
Donc les mots-clés sont importants. From Spike, import, on importe la librairie motor. Si tu ne fais pas ça, tu pourras pas, ta ligne suivante ne compilera pas. Donc, ensuite, l'idée de la création des objets, c'est pour représenter en langage informatique ce qu'est notre robot. Donc notre robot, si on le regarde ici, un robot, c'est une brique, différents capteurs, des moteurs, un moteur unique. Ok. Donc là, on travaille avec le moteur unique. Donc, je crée une variable qui est en fait un objet. Donc le nom de la variable, c'est moi qui le choisis. C'est ça que je décide d'appeler mon moteur en français. Et puis je lui assigne une valeur. Donc là, je suis en train de représenter en langage informatique que mon robot a un moteur. Le constructeur de cet objet, de cette classe, il prend en paramètre sur quelle porte le moteur est branché. Donc voici, j'ai créé mon premier objet qui représente mon robot. Et puis ensuite, je peux utiliser mon objet que je viens de créer. Donc moteur, et en mettant un point sur mon objet, je peux appeler toutes les fonctions qui ont été définies par Lego. Donc on va toutes les trouver dans l'aide. Donc regardons la première par exemple. Je peux faire tourner mon moteur à une certaine position en degrés. Donc j'écris le nom de la fonction. Et puis, run to position. Je sais que si je vais à 270, ça va faire tourner mon bras. Donc si on envoie ça, on vient de faire notre tout premier code Python en important une librairie, créant un objet et en faisant tourner le moteur comme vous avez vu. Donc voilà pour les bases. J'ai utilisé des termes un peu techniques, là, vous pouvez regarder cette slide plus en détail à tête reposée. Nous, on a juste fait utiliser une librairie créée par les développeurs Lego. En fait, il n'y a rien de magique. L'objet, c'est une instance d'une classe. Et puis, vous voyez ici, par exemple, j'ai créé ma propre classe. Vous reconnaissez les lignes en bas. C'est ce qu'on a fait avec ce qu'on vient de faire dans notre programme. Donc, on avait importé une librairie. À la place de créer une classe, on avait importé une librairie. Puis, je crée mon objet de la même façon. Tout à l'heure, j'ai fait mon moteur égale le moteur Lego. Et puis, j'avais appelé des fonctions sur mon objet. Là, je n'ai pas importé de classe. J'ai créé moi-même ma classe. Ensuite, dans toute la suite de la présentation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des captures d'écran. Oui, Rachid. J'ai une petite question, Yann. Tantôt, tu parlais de modules qu'on importe, puis là, on parle de classe. C'est quoi la différence? Le module, c'est la librairie qui contient des classes qui ont été codées par les développeurs Lego. Donc, le terme technique de la... en fait, quand on crée notre moteur, là tu vois, ma variable s'appelle mon premier moteur. Ça, c'est un objet et c'est une instance de la classe motor. La classe motor, elle a été définie dans la librairie, dans le module motor de Spike Prime. Donc librairie et module, c'est similaire. Librairie module, c'est la même chose. Ça va dépendre. La même chose. D'ailleurs, librairie, c'est un abus de langage. C'est library en anglais. Et en français, c'est plutôt une bibliothèque. Module, bibliothèque, librairie. Donc, juste pour récapituler, pour que je comprenne bien, donc on a modules qui contiennent des classes, qui contiennent des objets. L'objet, c'est une instance d'une classe. Une classe, ça dit quelle fonction ton objet pourra appeler. OK, donc du Une moment classe en elle-même, c'est rien. Ce qui représente ton moteur physique dans ton langage de programmation, ce sera l'objet. La classe, c'est comme le contrat. Avec, du moment que je crée un objet, ben, la classe se matérialise. Exactement. C'est ce qu'on entend par une instance d'une classe, tu as raison. C'est ça. Donc, comme je vous ai montré, je m'intéresse aux 6 grandes catégories qui sont dans l'aide de Python, donc les moteurs et les 4 capteurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des captures d'écran de l'aide, et puis je barre tout ce qui, selon moi, n'est pas à utiliser ou est trop compliqué et pas utile pour FLL. Donc les moteurs uniques, je vais plutôt regarder ce que je garde, puis
Si vous avez des questions sur ce que je ne garde pas, on pourra en parler aussi. Donc on va utiliser la fonction run to position qui permet de faire tourner notre moteur de 0 à 360. Si vous regardez ici, vous vous rappelez, il y a un petit indicateur sur Spike Prime quand vous êtes à 0 ici. Puis si vous faites tourner votre moteur, il va de 0 à 360. Donc le run to position, ça l'emmène à une certaine position en utilisant par défaut le chemin le plus court. Tout à l'heure, quand je l'ai fait tourner à 270, il a tourné vers la gauche parce qu'il était à 0 et il a tourné vers la gauche pour rejoindre 270. Donc, moi je préfère utiliser le nombre de rotations plutôt que le nombre de degrés. J'imagine que c'est un choix personnel. Rouler pour un certain nombre de secondes. Attention, on a les mêmes contraintes, enfin les mêmes avertissements qu'on avait avec EV3, à savoir que si ton robot est plus ou moins chargé, quand tu le fais rouler en un certain nombre de secondes, il va aller plus ou moins loin. Donc on préfère toujours utiliser les rotations. Les fonctions start-stop, elles vont être utiles pour coder avec les capteurs. La fonction set default speed, pourquoi pas. On peut aussi, quand on démarre le robot, on peut toujours spécifier à quelle vitesse on veut qu'il aille. Et on peut aussi appeler une seule méthode au début du programme qui dira le robot ira toujours à cette vitesse-là par défaut. Puis le set stop action, il est certainement intéressant dans la mesure où on peut choisir qu'est-ce qu'on fait avec les freins de nos moteurs. Donc on avait la même chose en EV3. Nos moteurs, on peut appliquer les freins. Donc quand tu dis stop, il applique les freins puis il relâche les freins. Ou tu peux ne pas appliquer les freins. Donc si ton robot a un certain élan, il va continuer un peu. Donc tu as un arrêt moins précis. Et il y a aussi un mode qui permet de bloquer les roues. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, si tu essayes de bouger manuellement ton robot, les roues restent à leur position. Donc les paires de moteurs, voici l'aide des paires de moteurs. On va les utiliser après ensemble. Donc encore une fois, je vous barre tout ce qui, selon moi, n'est pas utile, au moins dans un premier temps. J'ai barré les fonctions move et start qui permettent de démarrer le robot avec une certaine direction. Moi j'ai toujours préféré utiliser avec EV3 les modes de déplacement char, move tank et start tank, ça permet de contrôler indépendamment la vitesse du moteur gauche et droite. Set stop action, même commentaire que pour le moteur simple. C'est ça. Voici un exemple qu'on connaît tous bien, où ici j'avais un moteur en EV3 et ma paire de moteurs qui me permettait d'avancer. Donc j'ai un programme où je bouge mon moteur moyen pendant une seconde, donc ça fait baisser mon bras, et puis j'avance pour 2 rotations. Donc j'avais un petit défi. Dans mes présentations, j'ai toujours les réponses en Scratch et en Python. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui ensemble, c'est programmer ce défi en Python. Donc je vais garder ma structure de projet, importation des modules, création des objets, programme. Qu'est-ce que ça va nous prendre pour faire ce défi? Donc on a un bras qui est associé au moteur E, et puis on a notre paire de moteurs qui sont branchés sur C et D. Alors à votre avis, quels modules on va avoir besoin et quels objets? Pour le module, celui de moteur, c'est ça? Ouais. Donc moteur, on a un moteur unique pour notre bras. Donc c'est le même qu'on avait tout à l'heure. On va importer le module moteur simple en fait. Donc from spike, import motor. On peut importer plusieurs modules avec des virgules entre chaque module. Et donc on va aussi utiliser nos moteurs, notre paire de moteurs. Donc on regarde l'exemple. Ok, comment ils importent le module paire de moteurs? Ils importent moteur paire. J'ai une question à ce niveau-là, Yann. Pourquoi on n'importe pas finalement tous les modules qui ont le son qui est comme ça? On peut, c'est ce qui est fait par défaut quand tu ouvres ton projet. Mais moi je trouvais ça perturbant de tout importer sans trop savoir ce qu'on faisait. Donc au moins pour le cours d'introduction, on importe juste les modules qu'on a besoin. Et puis en Est-ce que règle ça a une générale, incidence? sur les performances, en Python, en micro-Python ici, en fait je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Mais c'est sûr que dans d'autres langages de programmation, en Java, en C++, si tu importes des librairies, elles font partie de ton programme, donc ton programme est plus lourd.
Donc, en pense gros, que c'est une mauvaise pratique de commencer à le faire à ce c'est une niveau-là. mauvaise pratique de tout importer, effectivement. Donc, création des objets pour notre robot. Encore une fois, création des objets, c'est pour représenter en langage informatique ce qui est notre robot. Donc, moi, je propose de créer une variable qui va être un objet que j'appelle robot. Et puis, c'est ma fameuse paire de moteurs. Donc, moteur paire, là, ce mot-clé-là, on n'a pas le choix d'utiliser en anglais parce que c'est la classe de Lego. Et puis, on voit ici comment ils l'utilisent. Ils mettent entre guillemets les deux paramètres qui disent sur quel moteur, sur quel port ils sont branchés. Donc c'est D. En Python, l'apostrophe simple ou les guillemets, ça a le même comportement. C'est une chaîne de caractères. Donc j'ai créé un premier objet. Est-ce qu'il me faut un deuxième objet pour créer pour représenter mon bras en langage de programmation? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Je pense que ça nous prend un deuxième objet. Donc on a le robot, qui est le moteur paire, et le bras, qui est branché sur E. Et puis voilà, on a nos objets, donc c'est tout ce dont on a besoin pour communiquer avec le robot, le faire bouger. Et donc ensuite, on peut faire des actions. Donc on peut appeler sur mon bras, rappelez-vous du défi, je veux baisser le bras et faire avancer mon robot de 2 rotations. Donc bras, point. Le bras, c'est un moteur simple, moteur unique. Donc on peut choisir les fonctions, on essaie de se rappeler celles que j'ai barrées. Disons qu'on va utiliser le run for rotation ici. Run for rotation. Si on ne sait pas trop quel type d'argument ça prend, on regarde. Donc on a une fonction qui est définie, run for rotation, qui prend 2 paramètres, dont un qui est optionnel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner mon moteur de moins 45, moins 0,25. Je sais qu'il faut que je fasse un quart de tour pour qu'il descende. Et puis on va le faire tourner à 50% de sa vitesse. Et ensuite, mon robot, qui est ma paire de moteurs, je peux faire un move tank. Donc là, je commence à le connaître par cœur, parce que j'ai beaucoup regardé l'aide. Donc move tank, je vais vous la montrer quand même, que vous voyez que j'ai rien inventé, et que c'est à force de regarder l'aide que ça rentre. Donc move tank, je sais que c'est celle que je veux utiliser, et elle prend plusieurs paramètres. Le nombre d'unités qu'on veut, le type d'unité qu'on veut, la vitesse gauche, la vitesse droite. Donc je vais faire un move tank de 2. Par défaut, unit, si on ne le spécifie pas, ce sera des centimètres. Je vous déconseille d'utiliser les centimètres. J'aime bien utiliser le nombre de rotations. Donc j'avance de 2 rotations à 50% de ma vitesse. Ici, il y a ce programme-là. Ok, il est plus loin que prévu, mais il a fait ce qu'on lui a demandé. Vous l'avez bien vu? C'est ça pour... J'ai une question, Yann. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, ce que tu as montré là, c'est comme ça qu'il faut programmer dorénavant ou On a aussi l'option de... Moi, je suis perdue. Est-ce que tu as un robot Spike ou tu es encore avec EV3? Je suis encore avec EV3, mais si jamais plus tard je dois acheter ça, je trouve que c'est compliqué. Peut-être pour le primaire, c'est juste pour le secondaire. Tu peux l'introduire quand tu veux, mais rappelle-toi que tu peux toujours programmer avec des blocs aussi. Là aujourd'hui on est plus axé sur Python, mais tu as toujours l'équivalent avec les blocs. Donc Python c'est un peu compliqué pour le primaire, j'imagine, parce qu'il faut tout écrire, il faut tout ce que tu viens de faire maintenant. Exact, oui. Bon, je trouve ça compliqué, même moi je suis perdue, donc je dois d'abord maîtriser avant de le montrer à mes élèves. Ouais. Donc sinon, ce que tu viens de faire, tu peux le faire avec ces blocs-là. Exactement. Regarde, on a le même programme ici. On reconnaît mon programme en Python.
et qui est très Ok. intéressant aussi, hein. Moi, je vais essayer de l'introduire à mes élèves en primaire. Effectivement, je pense que ça demande une certaine maîtrise de la part du coach. Non, oui, c'est ça. Donc, ok, merci. Et Tu- on va faire un cours sur Scratch aussi. Vous allez voir, Scratch est vraiment même plus facile que ce qu'on utilisait pour la Vue parce que, comme vous pouvez le voir, c'est en même temps graphique, mais en même temps c'est écrit. Définir, je vois moi là, sur l'écran, mais définir le moteur de déplacement. Fait que pour le primaire, c'est sûr que le Scratch, ce serait Oui, l'outil idéal. oui, Ouais. justement, on a des ateliers de ST qui nous font des OK. ateliers de Scratch. Ils font des OK. ateliers de Scratch, je trouve ça intéressant et c'est facile pour les élèves. Mais c'est juste ce que Yann vient de montrer, donc tout écrire, surtout pour mes élèves de l'accueil, donc il faut vraiment, je trouve ça, même moi je suis un peu perdue. Donc, Ah oui, même moi, je suis perdu. Justement, c'est pour ça que je t'ai assisté à l'atelier. Mais ça, ce qui est intéressant avec Scratch, je trouve que déjà, et corrige-moi, Yann, déjà la philosophie du orienté objet, donc le Python, elle est déjà là parce qu'on imbrique des choses à l'intérieur des boîtes et tout ça. Puis cette philosophie, c'est elle qui va se traduire vers ce qui expliquait classe, module. Est-ce que c'est bien ça, Ouais, Yann? c'est la même chose. Tu sais, derrière les blocs Scratch, c'est certainement du Python qui est envoyé sur la brique. ok. Et qu'effectivement, pour le primaire, surtout pour commencer, c'est sûr qu'on suggère pas Python, mais Ouais. on le montre plus pour des jeunes qui ont fait Scratch, etc. Puis là, ils passent au secondaire, ben, on leur suggère de passer au Python parce que c'est ça qu'on retrouve dans l'industrie même, même que Yann il travaille pour CAE, il utilise ça, il utilise Java, c'est ce genre de langage qui se D'accord. retrouve dans l'industrie. Ouais. Juste une dernière question avant de continuer. Est-ce que l'ancienne version des blocs est acceptée cette année pendant les compétitions ou il faut utiliser cette programmation la nouvelle Oui, programmation? le langage par graphique, ce qu'on appelle communément LabVIEW, l'ancien qu'on utilisait avec des blocs, elle est acceptée. Donc, OK. c'est ça. Si les enseignants, les jeunes sont à l'aise avec cette version, il n'y a aucun problème. Mais justement, pour pouvoir passer éventuellement au Spike Prime ou des choses comme ça, comme lui se fait exclusivement en Scratch, ce serait intéressant de commencer à introduire le Scratch doucement. Et l'actuelle version qui s'appelle EV3 Classroom, si vous Ouais. cherchez, elle est faite en Scratch. Ils ont comme enlevé complètement les blocs. Mais elle est acceptée. Il n'y aura aucun problème. L'ancienne et la nouvelle version, les deux sont acceptés. Ouais. Absolument. Parce qu'il faut avoir, j'ai pas encore le temps pour maîtriser la nouvelle version. Merci. Oui, absolument. Ça. Vous voyez bien mon écran, vous l'avez épinglé en plein écran, vous voyez ma vidéo en plein écran, si vous voulez bien voir les textes. Donc je voulais introduire un autre concept de programmation qu'on retrouve, donc encore une fois, tout ce qu'on voit en Python, c'est les mêmes notions en Scratch. Donc on est parti du plus compliqué, là. Mais tout ce qu'on voit, c'est applicable au Scratch et au Python. Donc je vais voir avec vous les boucles for et les boucles while. Euh, En Python, faire une boucle for, c'est avec le mot-clé for. Vous voyez mon écran, oui, ouais, for. Et puis on met le nom de la variable qui va être utilisée à l'intérieur de la boucle. Donc for, j'ai choisi ma variable itération. For itération in. Et puis je peux créer, je vais encore avoir de la misère avec le clavier. On va y aller comme ça. Non, ça marche pas. Excusez-moi, je vais prendre le temps d'installer mon clavier, sinon je suis perdu. Français, j'ai installé le français canadien. Est-ce que je choisis le clavier? Tu cherches le français France? Non, français canadien. Français. Excusez. Mais normalement, tu l'as. C'est pas le bon. Français Canada. Ok, ça devrait être bon. Désolé pour ça.
Ok. Donc maintenant, je peux faire mes accolades. Donc, je fais une boucle for qui va parcourir un tableau, une liste. Une liste en Python, c'est l'équivalent d'un tableau dans d'autres langages de programmation. Donc, c'est pour que vous compreniez comment marche la boucle for. Puis après, je vous montre des raccourcis. Donc, regardez, je fais une boucle for qui parcourt le tableau qui contient les valeurs 0, 1, 2, 3. Et puis, je vais faire, comme tout à l'heure, un print de ma variable de boucle. Donc, print itération. Je vois ça sur mon robot. Puis, on va regarder dans la console. Qu'est-ce qui se passe? Hop, ça m'a affiché 0, 1, 2, 3. Parce que j'ai parcouru la liste qui contenait ces 4 valeurs. J'ai imprimé. En fait, on peut faire un print de bonjour. J'affiche la chaîne de caractères bonjour, chaîne de caractères entre guillemets. Ça m'a affiché 0, bonjour, 1, bonjour, 2, bonjour, 3, bonjour. Ça m'a affiché 4 fois bonjour. Donc j'ai une boucle for qui fait une action 4 fois. Comment remplacer ça, c'était pour votre compréhension, parce qu'on utilise en fait, pour faire une boucle for, on utilise le mot-clé range. Donc for itération in range 4, ça va faire exactement la même chose qu'avant. Si je l'exécute, on va revoir le 0, bonjour, 1, bonjour, 2, bonjour, 3, bonjour. Donc j'ai affiché 4 fois bonjour avec une boucle for qui parcourait 4 éléments. Je voulais introduire avec vous la boucle while, qui est la deuxième façon de faire une boucle. Donc, je vais... En fait, ça prend une variable qui est créée en dehors de la boucle, pour l'exemple que je vais vous montrer. Donc, j'initialise une variable à 0, et puis je vais dire tant que mon itération est plus petite que 4, faire la même chose, print itération. Là, je vais exécuter ce code-là pour vous montrer le bug que je viens de faire. Donc, j'ai créé une variable qui vaut 0 en dehors de la boucle. Puis, je fais une boucle où je m'attends à faire à peu près la même chose que tout à l'heure, mais avec un bug. Regardez. J'envoie ça vers mon robot. Et ça m'affiche 0, 0, 0, 0, 0. J'ai une boucle infinie parce que je n'ai pas changé la valeur de ma variable à l'intérieur de la boucle. Donc, comment on fait une boucle while pour faire le même comportement que tout à l'heure? Il faut incrémenter la variable qu'on a définie en dehors de la boucle. Donc, tant que itération plus petit que 4, faire quelque chose comme bouger le robot, puis incrémenter le compteur de boucle. Donc là, je devrais avoir le même comportement que tout à l'heure. 0, 1, 2, 3. Petit raccourci que les programmeurs utilisent, à la place de faire itération égale itération plus 1, dans tous les langages de programmation, tu peux faire itération plus égale 1. Petit raccourci. Ok, ça fait la même chose, ça m'a affiché 0, 1, 2, 3. Donc voici pour les boucles for et while. Petit défi pour vous. Est-ce que la boucle qu'on connaissait en EV3, est-ce que c'était une boucle for ou une boucle while? Donc ici, on avait une boucle. Celle-ci, c'est une while. While. Tant que le bouton n'est pas appuyé, faire avancer le robot. Les nouveaux types de blocs qu'on a en Scratch, attendre jusqu'à ce que... Est-ce que c'est une boucle for ou une boucle while? While. Ouais, while. Répéter jusqu'à ce que une certaine condition. Ça, c'est fort. Donc, je le vois plutôt comme une boucle while. Ah, c'est aussi une while, ouais. Ouais. Répéter 10 fois. Ça, c'est fort. Boucle for. For, itération allant de 0 à 9, par exemple. Et puis le répéter indéfiniment. Fort. C'est une boucle while aussi. Et c'est ma faute, j'ai oublié de vous montrer mon autre exemple. Je voulais créer une boucle infinie. Je voulais créer une boucle infinie while true, répétée indéfiniment. Donc en fait, la boucle while, ça regarde ce qu'il y a à droite de ton while, c'est ta condition d'entrée dans la boucle. Et le true, c'est toujours vrai. Donc
print, je vais avoir un bug si je fais ça. Donc je vais afficher bonjour dans une boucle infinie. Donc on a le même type de bug que tout à l'heure, là quand j'affichais que des zéros, là j'affiche que des bonjours, et c'est volontaire, parce que je suis dans une boucle infinie. J'ai une question pour toi, Yann. J'ai Ouais. peur que le temps ne passe. Je ne sais pas si ça va se fermer le live, là, le chatroom. Mais avant, je voulais savoir deux choses. Est-ce que la console, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Mettons que je n'ai pas mon robot aujourd'hui, puis je veux faire de la programmation quand même avec Python. Est-ce que à quel point je peux utiliser la console ou pas? Et l'autre question, c'est quand tu fais des appels de fonctions, tout ça, ben à chaque fois, tu vas dans l'aide, tu cherches. Est-ce qu'il y a une liste exhaustive qui me montre toutes les possibilités que j'ai avec juste les lignes, avec un petit quelque chose qui me dit, ben ça, tu peux l'utiliser pour ça ou des choses comme ça, ou il faut vraiment aller piocher un peu dans les fonctions qui sont à côté? Ouais, il faut vraiment aller piocher dedans. T'as pas... Bah, à moins que tu lises d'autres documents. Euh, mais ce qu'on a sous les yeux ici, c'est l'aide qui définit chaque fonction. Et c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie, un langage de programmation. Tu as comme l'API qui est documentée. Donc, il faut quand même que tu saches à peu près où tu t'en vas pour aller piocher au bon endroit. Donc, évidemment, tu peux tout lire exhaustivement, puis essayer de te rappeler où est-ce que tu as trouvé telle information. Euh, mais il faut quand même qu'on sache où on s'en va. Tu sais, tout à l'heure, on savait que notre robot avait un moteur unique, une paire de moteurs. Donc, on va piocher là-dedans, on commence à lire. On a des petites aides à chaque fois ici. Et il n'y a jamais un module où on voit toutes ces instances, ou je ne sais pas comment vous les appelez, mais tous les points, tu sais, pour appeler les fonctions, c'est comme listé à un endroit. Bah, C'est pas la je le connais pratique. pas là, je le connais OK. pas. Je te dis, si on voulait appliquer la culture du copier-coller que je vous ai présenté, ça prendrait un bout de code d'exemple qui fait des choses OK. intéressantes, puis qu'on pourrait aller chercher dedans, copier-coller, en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Ta console, non, tu peux pas utiliser ce logiciel sans robot. Euh, Parce que le code que tu vois, il est exécuté sur le robot. Donc même quand on fait juste imprimer dans la console, ça te prend le robot. Si tu veux faire du... Bah, non, tu vas être embêté sans robot. Parce qu'on peut faire du Python dans un autre environnement de développement, mais tes librairies Lego, elles ne sont pas disponibles. Donc je pense qu'il nous faut toujours le robot pour exécuter le code. Mais mettons que j'ai le robot, et puis je peux utiliser la console pour voir Oui. à quel point je peux voir des choses sur la console quand j'ai le robot de connecté. Ta console sera toujours disponible. Donc effectivement, on utilise beaucoup les printf dans d'autres langages de programmation pour débugger. Donc tu peux te mettre des petits messages en disant où tu es rendu dans le code. Puis si ton code bloque à un certain endroit, si tu mets des traces avant, tu vas voir, ça, tu peux savoir où tu es rendu dans ton code. Et puis, si j'ai des variables, je peux quand même les voir, mettons Tu les peux visualiser, voir où est-ce afficher que je tes suis rendu. variables avec des prints, oui. Ouais. Merci. L'indentation, je vous en ai pas parlé jusque-là, mais vous avez vu que quand je faisais une boucle for ou une boucle while, je décalais le texte qui est à l'intérieur de la boucle vers la droite. En fait, ça se fait automatiquement quand j'appuie sur le retour à la ligne. L'indentation est super importante en Python, parce que c'est ça qui va te dire qu'est-ce qui est à l'intérieur de la boucle. Donc vous voyez ici, j'ai une boucle qui est bien faite, qui va m'afficher 0, bonjour, 1, bonjour, 2, bonjour, 3, bonjour. Ici, j'ai une boucle for, mais le print bonjour, il n'est pas à l'intérieur de la boucle. Donc ça va m'afficher mes 4 itérations, 0, 1, 2, 3, puis ça m'a affiché bonjour une seule fois après. Et ici, j'ai carrément une erreur de programmation, le code ne va pas se lancer. Pour, le code ne s'exécute pas parce que le print itération n'est pas indenté vers la droite. J'ai jusqu'à quelle heure? C'est fini. Donc c'est ça, on n'a pas regardé les capteurs. Je vous propose de regarder ça en autonomie. On a nos 4 capteurs qui font à peu près ce qu'on faisait avant. Donc le capteur de distance pour s'arrêter à 10 cm d'un objet. Vous avez les exemples en Scratch, les exemples en Python. Donc regardez, j'ai défini mon capteur ici. Capteur de distance, c'est un objet de type Distance Sensor qui a cette fonction-là, qui me permet d'attendre jusqu'à 10 cm. Capteur de force, capteur tactile. Il y a plusieurs fonctions qui sont inutiles.
parce que le capteur il est plus intelligent qu'en EV3. Il peut regarder si tu appuies plus ou moins dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste savoir s'il est appuyé ou lâché pour FLL. Donc on a des exemples ici, avec différentes options. On n'a pas eu le temps de tout regarder. Les conditions if-else, c'est notre base de programmation. Capteur de couleur, j'avais prévu de faire un suiveur de ligne avec vous. Ça, c'était celui en EV3. Ici, on a l'équivalent en Scratch et en Python. Je suis désolé, je vais super vite parce que c'est terminé. Ça, c'est pour introduire l'atelier de Gaëtan cet après-midi. On utilise du contrôle et ça fait un peu peur, donc allez à l'atelier de Gaëtan. Et puis le gyro. Regardez ma slide parce que je la trouve plus facile que l'exemple de Lego. Moi, j'utilise le gyro, enfin, je fais croire à mon code que c'est juste un gyro, parce que le capteur de mouvement de Spike est plus compliqué que ce qu'on avait en EV3. Donc si on veut juste utiliser le gyro pour regarder l'angle de l'AC, regardez mon exemple. Je reset l'angle à 0, puis tant que l'angle du gyro est plus petit que 90, je tourne sur moi-même, puis je m'arrête. C'est ce qu'on faisait avec EV3. Démarrer le robot, attendre un changement de 90 et s'arrêter. Donc on est capable de le faire avec Scratch et Python. Ouais. Oui, justement, est-ce qu'on pourra éviter les attentes de 2-3 secondes, avoir plutôt un mouvement organique plutôt qu'un mouvement robotique? C'est pour donner plus de sens au mouvement. Est-ce qu'on peut éviter cette petite attente, le mouvement robotique? Vous me comprenez? Non, je ne comprends pas de quel mouvement robotique tu parles. Ok. Si, par exemple, je vais donner un mouvement sinusoïdal à mon robot et il va changer à un mouvement linéaire, ça veut dire des deux mouvements, il y aura toujours un petit abscisse de temps. Moi, Ouais. je voudrais entre les blocs. Là, je vois des blocs. Si vous travaillez avec le Scratch, des blocs, est-ce qu'on pourra éviter cette latence, ces 2-3 secondes d'attente? Bah, Parce 2-3 que secondes, j'ai pas 2-3 il secondes va, en il va, tête. il va finir son mouvement pour aller changer le mouvement. Il stoppe, il marque un petit stop, Ouais. puis il va changer un autre mouvement. Moi, je veux éviter ça. Ok, je pense pas qu'on ait 2-3 secondes entre chaque mouvement, mais ça va prendre le temps de l'exécution du programme, le temps d'appel de la fonction. C'est un temps, on peut pas compresser ça. Le temps On de peut pas changement de compresser. contexte, tu peux pas compresser ça. Donc, on ne peut pas avoir un geste organique plutôt qu'un geste oups, oups, oups. Vous comprenez? Ouais, ouais. C'est ça ce que je veux. On ne peut pas faire lien avec un autre bloc, une boucle, une autre boucle. Il n'y a pas un moyen. Non, c'est un code séquentiel. Et puis chaque appel de fonction. Mais c'est un temps très, très léger. On ne parle pas de 2-3 secondes de changement de contexte. Entre une rotation. Tu peux appeler un bloc qui te fait tourner, puis un bloc qui te fait avancer. Donc oui, il y a un petit arrêt entre les deux. Mais je pense que c'est négligeable. Ce petit arrêt-là, oui, ce petit arrêt que je veux éviter. Bah, allez voir, peut-être qu'on aura des solutions avec le contrôle à l'atelier de Gaëtan plus tard. Contrôle? Ouais, en contrôle. Ok. Et puis c'est ça, les dernières parties, c'était pour vous parler des fonctions. Donc regardez ça aussi en détail. C'est de la programmation plus avancée, à la fois en EV3, en Scratch et en Python. C'est ça, j'ai terminé. Donc, si j'ai bien compris, on a la possibilité de travailler avec le Scratch ou bien... Oui, bien sûr. Okay. Vous pouvez toujours choisir. C'est à l'intérieur de Spike Prime. Quand vous faites nouveau projet, vous choisissez le type de langage que vous voulez. Donc, soit par bloc de mots, ça c'est les Scratch, soit en Python. Ok, merci. Je trouve génial, Yann, que tu as fait la comparaison chaque fois, je pense, quand on va le revoir et avec les slides, on pourra toujours faire celui de Scratch, l'essayer en Python, ça va faciliter énormément la compréhension de comment passer de ce langage au langage plus éloigné. Puis ça me ferait plaisir de le reprendre là, parce qu'on a vu un très petit aperçu de tout ce qu'on peut faire.
C'est bon, je vais arrêter. Gaëtan qui me dit qu'il faut que Ça, j'arrête. c'est quelque part un peu une introduction. Et Ouais. on va faire un cours complet. Faisons un cours sur campus avec ce contenu. Ouais. Ouais, c'est excellent. J'adore. Merci C'est bon, beaucoup. merci beaucoup.